Être un homme complet, équilibré, c'est une entreprise difficile. Mais c'est la seule qui nous soit proposée. Personne ne vous demande d'être autre chose qu'un homme. Un homme, vous entendez? Pas un ange ni un démon. Un homme est une créature qui marche délicatement sur une corde raide, avec l'intelligence, la conscience et tout ce qui est spirituel à un bout de son balancier, et le corps et l'instinct et tout ce qui est inconscient, terrestre et mystérieux à l'autre bout, en équilibre. Ce qui est diablement difficile. Et le seul absolu qu'il puisse jamais connaître est l'absolu du parfait équilibre, l'absolu de la parfaite relativité. Contrepoint, Aldous Huxley. Quand je donne des séminaires et que je parle d'Aldous Huxley, la plupart de mes interlocuteurs ne connaissent que Le Meilleur des mondes, et encore dans certains cas connaissent le nom du Meilleur des mondes et puis l'idée générale, mais je suis même pas sûr qu'ils aient lu le livre qui date quand même déjà d'un certain temps. Et alors c'est comme si dans la culture française, Aldous Huxley avait fourni cette expression qu'on emploie facilement, le meilleur des mondes, et c'est devenu une expression du langage courant. Mais la plupart des gens que je rencontre n'ont jamais lu ces autres livres. Et c'est vrai que c'est une pensée assez intellectuelle. Une œuvre, Aldous Huxley, par Lydia Benitsrak, réalisation Christine Berlamont. La publication du Meilleur des mondes, c'est 1932, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est pratiquement contemporaine du Voyage au bout de la nuit de Céline, pour resituer un petit peu dans l'histoire du XXe siècle. Dominique Dussossois. Huxley est un homme de grande culture. C'est un Anglais vivant aux États-Unis, et c'est un homme qui est extraordinairement éclectique dans ses lectures. On trouve aussi bien des références au zen, à Maître Eckhart, à des saints catholiques assez confidentiels comme Saint Charles de Condrin, à François de Sales, à Sainte Jeanne de Chantal, à des psychologues. Et là encore, il fait preuve d'un grand éclectisme puisqu'il s'appuie aussi bien sur Rogers que sur Freud, que sur les psychologies du tempérament. Donc il y a énormément de références pour lui. Et tout cela alimente sa pensée. C'est le contraire d'un homme sectaire, si vous voulez, et enfermé dans une école. Il y a chez lui une volonté d'affirmer Dieu, une réelle volonté. Ce n'est pas une croyance, c'est une volonté, une affirmation extrêmement forte. Et en même temps, à côté de cette volonté qui est d'affirmer Dieu, et un Dieu qui est le Dieu des chrétiens catholiques, il y a notamment des réflexions sur le Notre Père qui sont fort intéressantes à cet égard. Il y a en même temps une grande ouverture. Il dit que, en réalité, finalement, toutes les religions recherchent le même but. Les voies divergent, mais le but reste le même. Et lui reste attaché à cette tradition catholique, quoique s'ouvrant sur d'autres traditions. Archivina, 1961. Je reviens de Vaison-la-Romaine. Vous savez où le festival se poursuit ce soir et demain. Eh bien, à Vaison-la-Romaine, on a beaucoup remarqué la longue silhouette un peu courbée d'un homme aux très beaux cheveux blancs et dont le regard semblait absorbé par quelques méditations intérieures. C'était le grand écrivain, grand essayiste romancier anglais, Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Voilà maintenant de nombreuses années qu'Aldous Huxley, qui réside à Los Angeles, n'était pas venu en France et Claudine Chenez a pu l'interroger. Cela se passait à l'ombre des platanes sur la grande place de Vaison, d'où l'on découvre à la fois les ruines romaines et la haute ville médiévale. Vous sortez d'un congrès de parapsychologie, qui a eu lieu d'ailleurs en France, et vous allez à un autre congrès de psychologie qui a lieu au Danemark. Voudriez-vous me parler de votre intérêt pour la psychologie et sous quelle forme elle se manifeste dans votre pensée et dans votre œuvre ?
Oui, mais après tout, si on est romancier, on doit forcément s'intéresser à la psychologie. Et pas seulement à la psychologie, à la physiologie, à l'anatomie. Je ne m'intéresse pas, pour ainsi dire, à la psychologie pure, parce que rien n'est pur dans ce monde. Tout est extrêmement complexe. Il ne faut pas penser jamais à une situation humaine en croyant qu'il y a une seule cause de ce qui arrive. On doit penser toujours à l'idée d'une causation multiple. On doit toujours se rappeler que l'être humain est un amphibie multiple qui habite simultanément plusieurs mondes. Et c'est pour cette raison que je m'intéresse à la psychologie, mais toujours en relation avec la physiologie, avec la sociologie, avec l'hérédité, l'ambiance. Et il faut toujours attaquer sur tous les fronts à la fois. Françoise Todorovitch. Il dit dans l'éternité retrouvée, ce que l'on est dépend de 3 facteurs, ce dont on a hérité, ce que votre milieu a fait de vous, et ce que vous avez jugé bon de faire de votre milieu et de votre héritage. Son milieu, son héritage culturel et psychologique du côté maternel, avec son grand-oncle qui était un poète, Matthew Arnold, professeur d'art poétique à Oxford, critique littéraire. Du côté paternel, son grand-père Thomas Henry Huxley, qui a soutenu Darwin et qui s'intéressait à l'origine de l'espèce humaine. Et ce que son milieu a fait de lui, c'est d'abord le milieu de sa première enfance, avec son éducation dans l'école qu'avait créée sa mère, qui s'appelait Priorsfield, une école tout à fait actuelle, qui se basait sur l'épanouissement des enfants, leur libre choix des matières qu'ils préféraient étudier, une grande liberté dans le choix des sports. Puis, son école préparatoire à Ulsted, dont il parle ensuite dans ses premiers livres, qui a été une très grosse épreuve pour lui. Et enfin, les 3 épreuves de son adolescence, la mort de sa mère en 1908, le fait d'être devenu presque aveugle en 1911 et le suicide de son frère au début de la guerre de 14. Tout cela l'a profondément marqué et il écrivait dans un livre qui s'appelle L'Éminence grise que jamais il n'avait cru au bonheur et à la durée des choses. Et donc vous remarquez dans cette biographie, Françoise Todorovitch, qu'il est très très attaché à sa mère. Très, oui. Dès qu'il découvrait quelque chose d'intéressant, il me courait le lui dire, et j'ai pensé que le fait d'écrire ses livres, c'était encore une façon de continuer à raconter à quelqu'un ce dont il avait pris l'habitude quand il était petit. Et elle lui lisait tous les soirs des poèmes de son oncle ou des petits contes d'enfants, et certainement ça l'a formé à la littérature. Elle lui a donné envie d'écrire, je suppose. Mais quand il a perdu sa mère, c'est là, je crois, qu'il s'est mis à changer complètement, à devenir cynique, très dur. Enfin, il n'avait que 13 ans, mais peu à peu, comme il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, il a d'abord perdu sa mère, ensuite il est devenu aveugle, et ensuite, au moment de la guerre, son frère s'est pendu. Son frère qui l'aidait énormément dans ses études parce qu'il y voyait très mal, et à Oxford, il l'accompagnait dans les cours et dans son travail. Et il s'est pendu parce qu'il aimait une jeune fille qui n'était pas de son milieu, et il avait peur qu'elle ne soit jamais acceptée. Bernard Béret. C'est un homme, alors on pourrait dire qu'il avait un aspect un peu dilettante, comme ça, un peu touche à tout, mais en même temps, il avait une volonté extraordinaire quand on voit le problème de santé qu'il a eu avec ses yeux dans sa jeunesse, qu'il a failli devenir aveugle, et qu'il a décidé de pratiquer la méthode du docteur Bates, qui fait une gymnastique des yeux, et que grâce à cette gymnastique des yeux, mais qui suppose une persévérance incroyable, il a réussi à
à conserver une capacité de vue. Il faut dire que pour un homme comme lui, s'il était devenu aveugle, ça aurait été vraiment catastrophique, disons. Donc c'est un homme qui avait à la fois cette légèreté du voyageur, de ne jamais plonger ses racines très profondes dans une terre, et en même temps cette force de volonté que je trouve assez admirable. C'était tout de même un intellectuel, un poète, mais intellectuel, et il avait du mal à être dans la réalité quotidienne, ça c'est certain. Et comment vous décririez sa personnalité ? C'était quelqu'un d'extrêmement critique vis-à-vis de lui-même et des autres, extrêmement observateur, toujours à la recherche d'une vérité, toujours contre, il a écrit le mode du penser du rien que. Il avait écrit lui-même qu'il avait constaté chez bien des hommes de science une tendance à accepter l'image du monde implicite dans les théories de la science comme un énoncé complet et exhaustif de la réalité. Il a toujours été contre ça et contre toutes les formes de totalitarisme culturel, religieux, idéologique. Il prévoyait les dangers d'une science coupée de l'être, des racines de l'être. Et c'est pour ça qu'il a écrit ces livres, de reste prophétiques, si on peut dire, pour tâcher d'avertir des dangers. Du reste, dans un de ses livres, il dit faites attention, il est déjà tard. Il s'était intéressé à l'écologie. Il avait compris combien on allait, comment dire, spolier, enfin détraquer la nature, et que le résultat serait terrible. Dans ses essais, il raconte tout ça. La peur de la démographie aussi. Il pensait qu'il n'y aurait pas de quoi nourrir le monde entier. Et puis il s'est intéressé énormément à l'éducation, ce qui est normal avec les ancêtres qu'il avait, et qui étaient des éducateurs, mais pas seulement intellectuels, mais sensoriels et psychologiques. Il est incomparablement plus facile de savoir beaucoup de choses, par exemple sur l'histoire de l'art, et d'avoir des idées profondes sur la métaphysique et la sociologie, que de savoir personnellement, intuitivement, un tas de choses sur ses semblables, et d'avoir des relations agréables avec ses amis et ses maîtresses, sa femme et ses enfants. Vivre, c'est bien plus difficile que le sanskrit, la chimie ou l'économie politique. La vie intellectuelle, c'est un jeu d'enfant, ce qui explique pourquoi les intellectuels ont une tendance à redevenir enfants et à retomber ensuite dans l'imbécilité, et finalement, comme le démontre clairement l'histoire politique et industrielle des quelques derniers siècles, à devenir des fous homicides et des bêtes sauvages. Les gens ont besoin de noyer la conscience qu'ils ont des difficultés qu'il y a à vivre convenablement dans ce monde contemporain si grotesque. Ils ont besoin d'oublier leur propre et déplorable insuffisance en tant qu'experts en l'art de vivre. Les uns noient leur chagrin dans l'alcool, mais d'autres, encore plus nombreux, les noient dans les livres et le dilettantisme artistique. Les uns tâchent de trouver l'oubli d'eux-mêmes dans la fornication, la danse, le cinéma, la radiophonie, d'autres dans les conférences et les occupations scientifiques. Contrepoint. Un jour, j'ai rencontré un roman d'Aldous Huxley qui s'appelait Contrepoint, qui s'appelle toujours Contrepoint, et j'ai lu, et le personnage qui représente l'auteur dans le livre m'a profondément séduit, et du coup je me suis mis à rechercher d'autres livres d'Aldous Huxley, jusqu'à ce que je trouve un livre qui venait de paraître il n'y avait pas très longtemps, qui s'appelle La philosophie éternelle, qui est une anthologie de textes mystiques, religieux, spirituels, philosophiques d'Orient et d'Occident. Et alors pour moi, ça a été une vraie révélation. Et ce livre-là,
qui n'est pas très très connu en France. Ce livre-là a déterminé les enjeux de ma vie, les choix fondamentaux de mon existence, parce que dans ce livre-là, il cite en particulier une page des Upanishads. Ça illustre le fait que pour l'Inde, le fond l'essentiel dans la vie, c'est de se brancher en quelque sorte sur le fond du réel. Vous savez, c'est une page où le père qui donne son enseignement à son fils lui dit et toi mon fils, tu es cela, c'est-à-dire tu es l'arbre, tu es le sel, tu es tout ce qui existe si tu vas jusqu'au fond de toi-même. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir moine, parce que je me suis dit, il faut que je trouve un art de vivre, une manière de vivre qui me permettrait de me brancher sur le fond du réel. Donc ce qui, moi, m'avait le plus frappé, c'était l'aspect philosophique, parce que Aldous Huxley écrit des romans, mais dans ses romans, c'est toujours pour soutenir une thèse ou une autre thèse, et il était très, très en avance sur son temps, très prophétique, il avait une vision à long terme des choses. Et moi, ce qui m'a frappé dans Contrepoint, ce qui a déclenché ma fin de lecture d'Aldous Huxley, c'était une certaine vision de l'humanisme. Une vision de l'humanisme qui correspond un peu à la vision des taoïstes, c'est-à-dire que l'humanité est faite de polarités qui doivent se féconder, se stimuler pour produire ce troisième terme extraordinaire qu'est l'être vivant. Alors moi, c'est ça surtout, c'est plus par le contenu philosophique que j'ai été frappé, que j'ai été séduit, que par la forme proprement littéraire du roman que je ne serais pas vraiment capable de vous expliquer. Il était passionné par quel sens donner à la vie. Un jour, il avait découvert, enfin, dans son roman, mais je pense que c'est lui aussi, la force de la vie sous un microscope. Et il était devenu croyant en quelque chose qu'il n'appelait pas Dieu, lui, forcément. Une force de vie, quelque chose qui nous dépasse. Il avait observé un jour, sous un microscope, la fécondation d'un ovule animal et constaté la lutte féroce des spermatozoïdes pour atteindre leur objectif, puis assisté, aussitôt après la fécondation accomplie, à la multiplication immédiate des cellules et à l'intérieur de chacune au mouvement continuel des granulations du protoplasme, semblables à de petits pois jetés dans l'eau bouillante. Oh, l'horreur intolérable de cet étalage de passion à l'état brut, de ce violent et impersonnel égotisme, à moins de ne l'envisager qu'en tant que matière première et flot d'énergie disponible. Donc ce passage est tiré de Haile Selassie, c'est ça? Oui, voilà. Et je pense que pour lui, ça a été le commencement de ce qu'on pourrait appeler une foi dans une énergie vitale transcendante et peut-être une recherche de ce qu'on appelle Dieu, puisque il y a eu ce livre Dieu et moi. Il n'aurait jamais écrit ça comme titre parce qu'il ne mettait jamais en avant, il n'aurait jamais parlé de Dieu et lui, mais il y avait cette recherche continuelle d'une transcendance. La quête spirituelle de Huxley est présente en fait dans toute son œuvre dès le départ. On la trouve déjà dans Le meilleur des mondes, où il pose la question de la transcendance. Le meilleur des mondes présente une société une société régie par ce qu'on pourrait appeler une transcendance déviée ou une transcendance horizontale. C'est-à-dire que les gens désirent des objets, ils sont dominés par l'idolâtrie et la question de Dieu ne se pose pas vraiment dans ce livre. Mais la question de la transcendance est là, en permanence. Cela dit, Huxley, comment pourrait-on le présenter? C'est à la fois
une forme de mystique, un catholique au sens le plus classique du terme, et un homme qui s'est beaucoup intéressé toute sa vie aux religions orientales. Donc la question de Dieu, la question de la vie spirituelle, la question de la transcendance sont permanentes dans son œuvre, du début jusqu'à la fin. Et c'est également dans cet esprit qu'il a mené ses expériences sur les hallucinogènes. C'était pas du tout pour s'enivrer ou pour se défoncer, c'était vraiment dans le but d'une ouverture. Les drogues, la sexualité élémentaire et l'intoxication de masse, telles sont les trois voies les plus fréquentées de la transcendance vers le bas. Il y a beaucoup d'autres chemins, moins courus que ces grandes routes, mais qui ne mènent pas moins sûrement au même objectif infra-individuel. Il y a, par exemple, le chemin des mouvements rythmés, tellement fréquenté dans toutes les religions primitives. Aldous Huxley. Dieu et moi. Sa critique porte moins sur la religion en tant que rituel que sur la religion en tant qu'institution. C'est ce qu'il critique essentiellement. D'ailleurs, il y a chez lui une critique des institutions. Il considère l'État et la société comme des molochs, c'est le terme qu'il emploie, et la religion instituée elle-même. Il écrit quelque part que toutes les religions instituées font à peu près autant de mal que de bien. Le docteur Obispo glissa dans ses oreilles les extrémités des tubes de nickel recourbés du stéthoscope. « Respirez à fond, dit-il, en appuyant la trompe de l'instrument contre la poitrine de Mr. Stoyt. « Toussez encore, dit-il, plantant son instrument parmi les poils gris du mamelon gauche de Mr. Stoyt. Et entre autres choses, se prit-il à songer, cependant que Mr. Stoyt se forçait à émettre une succession de toussotements artificiels. Entre autres choses, ces vieux sacs de tripes ne sentent pas trop bon. Qu'une jeune femme, quelle qu'elle fût, supportât cela, même pour de l'argent, voilà ce qu'il ne pouvait concevoir. Et pourtant le fait était là. Il y en avait des milliers qui non seulement le supportaient, mais qui y prenaient bel et bien plaisir. Ou peut-être le mot plaisir ne convenait-il pas exactement, parce que, dans la plupart des cas, il n'était probablement pas le moins du monde question de plaisir au sens propre, physiologique du mot. Tout se passait dans l'esprit et non dans le corps. Elles aimaient leurs vieux sacs de tripes avec la tête. Elles les aimaient parce qu'elles les admiraient, parce qu'elles étaient impressionnées par la situation sociale du sac de tripes, ou par son savoir, ou sa célébrité. Ce avec quoi elles couchaient, ce n'était pas l'homme, c'était une réputation, c'était la personnification d'une fonction. Jouvence. Est-ce que vous avez lu Jouvence? Oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion d'en parler la semaine dernière en Chine parce que vous savez qu'en Chine, il y a des immenses lacs peuplés de carpes. Et donc, quand je faisais visiter ces lacs à mes amis, je leur ai raconté un tout petit peu cette idée incroyable d'Aldous Huxley de partir du fait que les carpes peuvent vivre 300 ans si on ne les pêche pas. Et que cette longévité, ce qui est un thème alors très très chinois, la longévité, cette longévité, elles le doivent aux bactéries de leur côlon, de leurs intestins. Et du coup, l'idée d'Aldous Huxley de partir pour ces personnages en quête de longévité, mais sans la profondeur spirituelle des maîtres taoïstes, donne un roman absolument passionnant. Et cette quête de vie éternelle, elle avait aussi des aspects prophétiques quand on voit aujourd'hui comment on utilise la science pour, avec cette espèce de fantasme de vouloir prolonger la vie indéfiniment. Oui, mais alors dans un autre de ses livres, il fait mourir un de ses personnages. Vous savez, c'est Time Must Have a Stop en anglais, qui a été traduit, je crois, sous le titre de L'éternité retrouvée.
Et alors dans ce roman-là, au lieu de partir vers l'utopie d'une vie prolongée, indéfiniment prolongée sur Terre, il suit la conscience de son personnage au-delà de la mort. Et l'idée intéressante dans ce roman-là, c'est que le personnage se ressent avec des grumeaux, comme s'il avait des grumeaux dans sa vie, comme s'il y avait des zones d'opacité, de résistance. Et ce sont toutes ces zones où il était recroquevillé sur lui-même, alors que toutes les parties de sa vie où il était ouvert, où il était dans le flux de la vie, dans le flux de la réalité, sont comme de la pure transparence. Et cette idée-là, je trouve que c'est très très intéressant sur le plan spirituel. Et donc Huxley a eu des livres dans lesquels il prospecte en quelque sorte ce désir de longévité de l'humanité actuelle, et puis d'autres livres où il projette ce qu'on peut penser de l'évolution de la conscience et de l'exercice d'un autre mode de conscience. On peut déceler un certain nombre d'analogies entre Gide et Huxley. L'usage que fait Gide dans Les Faux Monnayeurs de notions telles qu'accord dissonant ou consonant pour symboliser l'univers de l'homme n'est pas sans parenté avec la description sensuelle de la résolution d'un accord dissonant dans la première nouvelle de Limbo. La problématique d'Edward dans Les Faux Monnayeurs, pourquoi ce qui est possible en musique ne le serait-il pas en littérature, est implicitement présente chez Huxley dès les premières œuvres. Contrepoint est déjà un aboutissement interne à l'œuvre du romancier. Il n'est pas indéfendable d'affirmer que tant pour Gide que pour Huxley, la musique constitue vraisemblablement le biais le plus susceptible de faire connaître les ressorts intimes de l'écrivain. Jean-Louis Coppers. Spandrel insistait énormément pour qu'il vienne sans retard. Il était tout bonnement impensable qu'il n'entende pas le Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart. Vous ne pouvez rien comprendre à quoi que ce soit avant de l'avoir écouté, déclara-t-il. Il prouve toutes sortes de choses. Dieu, l'âme, le bien, inéluctablement. C'est la seule vraie preuve qui existe. La seule, parce que Beethoven a été le seul homme à avoir réussi à transformer sa connaissance en expression. Vous devez absolument venir. Contrepoint, Aldous Huxley. Dépasse la vie humaine normale se faisait sentir dans la musique. Et il aimait aussi la nature. Il habitait en Californie dans un lieu assez beau et donc il était sensible à la perception de la dimension du divin, du fondement du réel, comme lui dit. Il parle du fondement ultime du réel. Il en avait la perception à travers la nature, à travers la musique, peut-être plus qu'à travers les rites d'une religion organisée, oui. Alors on a l'impression qu'il est toujours à la recherche d'une perte de l'ego et par exemple ses expériences de prise de substances hallucinogènes étaient une manière aussi de s'éloigner un peu de son ego et de se poser encore cette question du réel et du temps. Oui, moi tout à l'heure vous avez dit éclectique, c'est pas vraiment le mot que j'emploierais parce que quelqu'un qui est éclectique picore ici et là, vous voyez des choses, alors que Aldous Huxley
cherchait à approfondir au maximum. Et donc il recherchait plutôt le fondement commun des différentes pensées plutôt que de simplement rester à la superficie des choses. Et alors, en ce qui concerne l'usage des plantes hallucinogènes, pour lui c'était comme l'exploration des différentes modalités de la conscience. Il avait la perception que la conscience humaine est un phénomène tout à fait exceptionnel dans la nature et que nous n'en avons encore exploré que des domaines relativement simples. Et donc il pensait qu'à travers ces expériences, il pouvait commencer l'exploration d'autres niveaux de conscience. Et sans doute que les jeunes générations ne savent pas que le groupe de musique qui a eu sa célébrité, The Doors, a emprunté son nom au titre d'un de ses livres, les portes de la perception. Et donc, il a été dans ce domaine-là aussi quelqu'un d'une très grande ouverture, mais c'est sans doute l'aspect de sa vie qui aujourd'hui serait peut-être le plus controversé. Il lui-même avait emprunté ce titre à William Blake, d'ailleurs. Oui, c'est une succession de citations dans les citations, oui, en effet. D'après ce que j'avais lu au sujet de l'expérience de la mescaline, j'étais convaincu d'avance que la drogue me donnerait accès, au moins pour quelques heures, dans le genre de monde intérieur décrit par Blake. Mais ce à quoi je m'étais attendu ne se produisit pas. La modification qui eut lieu dans ce monde ne fut en aucun sens révolutionnaire. Une demi-heure après avoir avalé la drogue, j'eus conscience d'une danse lente de lumière dorée. Un peu plus tard, il y eut de somptueuses surfaces rouges, s'enflant et s'épandant à partir de nœuds d'énergie brillants qui vibraient d'une vie au dessin continuellement changeant. À un autre moment, la fermeture de mes yeux révéla un complexe de structures grises dans lequel des sphères bleuâtres et pâles émergeaient constamment, en prenant une solidité intense, et étant apparues, montaient sans bruit, glissant hors de vue. Était-ce agréable ? Demanda quelqu'un. Pendant cette partie de l'expérience, toutes les conversations étaient enregistrées au moyen d'une machine à dicter, et j'ai pu me rafraîchir la mémoire quant à ce qui a été dit. Ni agréable, ni désagréable, répondis-je. Cela est, sans plus. Les portes de la perception. C'est une expérience qui a été importante pour lui, mais qui n'a pas été déterminante, si vous voulez. Il ne s'y est pas attaché, il n'en a pas fait une idole, en quelque sorte. Alors qu'on va trouver chez d'autres penseurs américains de la même époque, des années 50-60, un attachement quasi idolâtre au LSD. Pour lui, ce n'est pas le cas, absolument pas. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une sorte d'incompréhension de la part du mouvement hippie qu'il a surnommé Saint Huxley, et justement, en fait, l'ont assimilé à une sorte de militantisme pour la libéralisation des drogues, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément sa position d'une manière très franche. Ce n'est pas du tout sa position. Les drogues ne sont qu'un moyen parmi tant d'autres de sortir de soi-même, d'aller au-delà de soi-même. Concernant la période justement où il a testé les hallucinogènes, il y a vraiment cette incompréhension parce qu'il a été vu par les militants hippies comme un chef de file en tant que tel. Oui, vous savez, les gens récupèrent toujours. Huxley était... On s'en rend pas bien compte en France parce qu'en France, Huxley c'est Le meilleur des mondes et Les portes de la perception, deux livres séparés par 20 ans au moins, 20 ou 30 ans. Ou une vingtaine d'années, disons.
Mais on ne se rend pas compte de l'extraordinaire magistère intellectuel qu'il a exercé aux États-Unis. C'était véritablement une référence là-bas. Et il était très bénéfique pour les hippies et pour les tenants des hallucinogènes de lire Huxley avec nous. Hein, c'est aussi simple que ça. D'autant que aux États-Unis, l'expérience psychédélique a été beaucoup plus importante qu'en Europe. Et c'est avec 3 autres livres qu'il allait préparer chez la jeunesse américaine un terrain propice à la révolution psychédélique, 1960-1965, et au phénomène hippie, 1966-1968. Cette trilogie hallucinogénique se compose donc de 2 essais. Les portes de la perception, 1954, Le ciel et l'enfer, 1956, et d'un roman, L'île, 1962. On ne peut comprendre les hippies sans avoir lu ces ouvrages, qui furent avec les ouvrages de Leary et de Watts, et de quelques autres spécialistes, les livres de chevet des gens fleuris. On conçoit mieux que les hippies aient vu en lui leur premier prophète, leur sainte Aldous, comme d'aucuns l'ont surnommé. Il a fourni au Flower Power ses bases mystiques élémentaires. Il assure à cette jeunesse qui bouge, à ce grain qui lève, qu'aux antipodes de notre pensée et de notre univers ordinaire, il existe un autre monde et une subpensée où il fait bon vivre et aimer. Michel Lancelot, Je veux regarder Dieu en face, Sainte Aldous priez pour nous, 1968. Quand il a pris de la drogue, c'était un petit peu pour comprendre comment ça se passait, sans se douter du mal que ça pourrait faire ensuite. Et puis, on s'est prévalu beaucoup de ce qu'il écrivait, de ce qu'il avait écrit, pour s'adonner à la drogue d'une manière désordonnée, alors que lui le faisait comme expérience et toujours sous contrôle médical, juste pour essayer de comprendre quelque chose de l'esprit. Comment il a réagi justement quand il a été comme ça canonisé par le mouvement hippie, où il a été... Je ne sais pas s'il s'en est aperçu. J'ai l'impression qu'il est mort avant de comprendre vraiment les conséquences. Parce qu'il l'avait surnommé Saint Huxley. Oui, mais je pense pas qu'il l'ait... Enfin, peut-être... Il ne lisait jamais rien sur lui. On pouvait écrire tous les articles qu'on voulait. Jamais il n'a lu un compte-rendu d'un de ses livres, un article qui parlait de lui. Ça ne l'intéressait pas. Donc je pense qu'il a ignoré ça. Il n'aurait pas pu l'ignorer quelques années plus tard, mais il est mort en 63, le jour de la mort de Kennedy, du reste. Ce qui a fait qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui ce jour-là. Et le jour où il est mort... il était dans sa chambre avec sa femme, et puis il y avait médecin, infirmière, et il était vraiment dans les derniers moments, et sa femme découvre que les médecins et les infirmières étaient plantés devant la télé. Alors elle trouve que c'est incroyable, inimaginable, elle se demande ce qui arrive, et puis après elle a compris que c'était l'assassinat de Kennedy qui avait lieu à ce moment-là. D'ailleurs, il a pris une dose de LSD pour mourir, en fait. Oui, comme maintenant on prendrait de la morphine. C'est vrai que faites l'amour, ne faites pas la guerre, et toutes ces choses-là sont toutes les thématiques des hippies pouvaient d'une manière ou d'une autre s'enraciner à un moment ou à un autre dans son œuvre. On pouvait considérer qu'il était, sinon le père de ce mouvement-là, du moins peut-être le grand-père, vous voyez. On lui a attribué des dons véritablement prophétiques. Même pour lui-même. Par exemple, dans Time Must Have a Stop, qui est le roman central, celui qu'il préférait, il se décrit
Enfin, il décrit un vieil homme, un vieux sage, une sorte de philosophe, et un jeune homme insupportable, tel qu'il se voyait dans les premiers romans et qu'il était d'après son entourage quand il était jeune après toutes ces épreuves. Il met ces deux personnages en vis-à-vis et il fait mourir le vieux philosophe auquel on sent qu'il attribuait ses idées, ce qu'il aurait voulu être. Il le fait mourir d'un cancer de la gorge où à la fin de sa vie il doit écrire sur des petits papiers ce qu'il veut dire. Eh bien Huxley meurt de la même façon. Alors c'est assez curieux parce que c'était 40 ans avant sa mort. Non, pas 40 ans quand même, c'était au milieu de sa vie. D'une manière générale, il était assez pessimiste par rapport à l'évolution de son siècle et en dehors de ses quasi-prophéties en matière de progrès scientifique, la plupart de ses essais sont plutôt inquiets. Par exemple, il était toutes les questions de démographie, de faim dans le monde le préoccupaient beaucoup. Oui, mais sur certains points, il était quand même lucide. Ça correspondait à une certaine lucidité. Dans un de ses romans, alors je ne sais plus lequel c'est peut-être dans Jouvence, je ne sais plus, il parle du problème des déchets que l'on jette à la mer et de la pollution de la mer. Et il écrit ça à la fin des années 20, quand ce thème-là n'était absolument pas dans l'actualité. Or, aujourd'hui, les mouvements écologistes sont très préoccupés de la pollution de la mer provoquée ainsi, puis on voit bien les effets multiples. Donc, on peut dire qu'il avait une vision un pessimiste de l'évolution des choses, mais dans beaucoup de cas, ce qu'il pressentait s'est réalisé. Mais il ne s'est pas identifié à cette seule image négative du monde parce que il voyait comment une vraie spiritualité peut métamorphoser le monde. Et donc, il était pessimiste sur l'évolution de beaucoup de choses dans la société, mais il n'était pas vraiment pessimiste sur l'avenir de l'homme, en quelque sorte. Et dans La fin et les moyens, il réfléchit aux moyens, justement, à mettre en œuvre éventuellement pour transformer la société. Son idée, c'est que tout ce qui serait grand parti, grande organisation ne peuvent pas vraiment être efficaces. Il faudrait partir par des petites cellules d'une douzaine de personnes qui fassent tache d'huile, mais de petites cellules en petites cellules, vous voyez. Et donc c'était une vision plus organique, en quelque sorte, de la vie sociale et de la vie politique que l'organisation pyramidale dirigée d'en haut. Comme de nombreux autres dans ma situation, je me déplaçais beaucoup au cours des quelques années qui suivirent, trouvant du travail où je pouvais. Je dois avoir nettoyé la moitié des toilettes de l'État. J'appartenais à une nouvelle sous-classe qui n'était plus déterminée ni par le statut social ni par la couleur de la peau. Bienvenue à Gattaca, messieurs. Non. Nous avons maintenant fait de la discrimination une science. Voilà votre matériel de nettoyage. Commencez devant, nettoyez jusqu'au fond. Et je veux que le sol soit si brillant que je puisse me voir dedans. Et vous, votre majesté, vous rêvez de l'espace? Viens par ici. Commence par nettoyer cet espace-là. Jamais je ne m'étais senti plus éloigné de mon objectif que lorsque je me tenais juste à côté. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Bien entendu, on ne se contentait pas de couver simplement des embryons. Nous prédestinons et conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs. Il était sur le point de dire « futurs administrateurs mondiaux », mais se reprenant, il dit « futurs directeurs de l'incubation ». Plus la caste est basse, dit Mr. Foster, moins on donne d'oxygène. Le premier organe affecté, c'est le cerveau. Ensuite, le squelette. À 70% d'oxygène normal, on obtient des nains.
à moins de 70%, des monstres sans yeux. La dystopie de l'Aldous Huxley présente un pouvoir totalitaire qui, s'étant approprié les biotechnologies, produit les êtres humains sur un modèle industriel. Les clones sont parfaitement conçus et conditionnés pour prendre leur place dans une société mère qui leur garantit l'adaptation totale, le bonheur par l'absence de désir insatisfait. Le récent film Bienvenue à Gattaca en est une pâle adaptation cinématographique, très édulcorée. La fidélité au roman paraîtrait sans doute trop crue. Les progrès des connaissances en génétique font à présent résonner singulièrement les idées d'Huxley et posent la terrible question: le meilleur des mondes serait-il techniquement et moralement envisageable aujourd'hui? Parmi les successeurs d'Huxley qui ont prolongé sa réflexion, on trouve ceux qui osent poser la question, comme le philosophe allemand Peter Sloterdijk, et ceux qui osent y répondre. On en revient inexorablement à la définition de l'homme. Axel Kahn, généticien et membre du Comité national de bioéthique. J'ai lu Le meilleur des mondes bien avant d'être préoccupé par l'éthique dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Je l'ai lu, je devais avoir 15 ou 16 ans. Mon père, philosophe, avait attiré mon attention sur 2 livres essentiels pour lui et qui présentaient 2 aspects du totalitarisme, qui était d'une part Le meilleur des mondes, The Brave New World d'Aldous Huxley, et d'autre part 1984 de George Orwell. Je ne suis pas sûr qu'à cet âge-là, j'ai vu toute l'horreur de la situation et du monde qu'il nous dépeignait. Je crois que c'est beaucoup plus l'aspect roman de science-fiction qui m'a étonné, beaucoup plus que cette vision d'un univers dont la noirceur est définie tout simplement parce que il refuse la diversité. L'ennemi est la diversité est source de l'interrogation, l'interrogation est source de la contestation est source de la difficulté, il faut le supprimer en faisant des êtres tous identiques, adaptés à leurs tâches. Mais cela, je l'ai vu des décennies après. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la grande caractéristique réellement de la société de l'utopie d'Aldous Huxley est une société qui est soumise à un déterminisme absolu. Ce déterminisme, aujourd'hui, on dirait qu'il est génétique. Je pense d'ailleurs que quelque part, Aldous Huxley fait partie de la grande tradition des Huxley, des biologistes, hommes de lettres, très très férus du darwinisme et de sa version galtonienne, c'est-à-dire sa version eugéniste. La notion du déterminisme est quelque chose d'extraordinairement fort. Donc ici, les êtres sont déterminés par les conditions de leur fabrication biologique, probablement on dirait aujourd'hui par l'impression d'un programme génétique auquel ils sont de manière déterminée totalement soumis, et ils ne peuvent imaginer faire autre chose que l'exécution de ce programme. En d'autres termes, il y a dans l'exécution de ce programme un point qui lui n'est pas programmé, c'est le désir de liberté. Aucun de ces êtres, depuis les alphas jusqu'aux epsilon, n'est programmé pour avoir le désir de liberté. Il est programmé pour faire parfaitement ce pourquoi il a été conçu. Yves Michaud, quand on relit Aldous Huxley en 2002, on a vraiment ce questionnement de savoir si il serait possible aujourd'hui de vivre ce meilleur des mondes. Je crois que c'est pas tellement si ce serait possible, c'est que d'une certaine manière, on va le vivre, ce meilleur des mondes. Ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai relu le livre récemment, c'est que on aura à affronter, je dirais, le même type de problème. On leur donnera pas forcément ni la même solution, ni nous les vivrons de la même manière, mais on aura à affronter les mêmes types de problèmes. Alors, je donne un exemple qui m'avait beaucoup frappé dans le livre, c'est qu'à partir du moment où il y a une sorte d'engineering de la vie et un eugénisme, comme ça va probablement être notre cas, et c'est à mon avis aussi déjà notre cas,
à ce moment-là, ça pose le problème d'avoir des coexistences de catégories humaines différentes selon justement les capacités des individus. Si vous avez la possibilité, par exemple, de choisir d'avoir vos enfants intelligents, beaux, génétiquement ayant certaines prédispositions, par exemple, forcément, ça crée des catégories hommes d'un certain type et puis, sans dire sous-hommes, hommes d'un autre type. Aldous Huxley a poussé encore plus loin cette logique-là en posant dans le fondement biologique des êtres humains les catégories de classe sociale. C'est-à-dire il a transposé vraiment la structure de la société dans la fabrication même des êtres humains. Oui, parce qu'effectivement, dans les années 30, la question des classes sociales appréhendée notamment d'un point de vue encore marxiste ou même d'un point de vue nazi, puisqu'il y avait aussi des travailleurs et des dirigeants, par exemple, dans la représentation nazie de la société. Je veux dire, Huxley a effectivement réintroduit les classes sociales, disons, biologisé en quelque sorte les classes sociales. Mais ça, c'est, je dirais, l'application des paradigmes de la pensée sociale de l'époque, ou des pensées sociales héritées, par exemple, de Marx, dans le contexte d'Huxley. Mais on aurait plus ou moins la même chose, nous, sans forcément introduire le paradigme des classes sociales. Parce que, par exemple, imaginons, et à mon sens, c'est déjà le cas, imaginons des gens qui se sélectionnent pour être des sportifs. Forcément, vous créez une catégorie, peut-être pas une classe sociale, mais un groupe qui est le groupe des sportifs, le groupe de surhommes sportifs. Et donc, vous avez à l'intérieur de la société, biologiquement, une catégorie identifiable qui est le groupe des super sportifs. C'est d'ores et déjà le cas. Je veux dire, il y a pratiquement, aussi bien à cause de l'entraînement qu'à cause des traitements médicaux et notamment du dopage, aujourd'hui les sportifs de haute compétition ne sont pas des hommes normaux. Donc ils sont déjà des surhommes au sein de notre société, ils forment une catégorie, et on peut imaginer que les choses non seulement vont se poursuivre, mais qu'elles vont empirer. Installez les livres, dit-il sèchement. En silence, les infirmières obéirent à son commandement. Entre les vases de roses, les livres furent dûment disposés. Une rangée d'in-quarto enfantins, ouverts d'une façon tentante, chacun sur quelque image gaiement coloriée de bêtes, de poissons ou d'oiseaux. À présent, faites entrer les enfants. Les rampeurs les plus alertes étaient déjà arrivés à leur but. De petites mains se tendirent, incertaines, touchèrent, saisirent, effeuillant les roses transfigurées, chiffonnant les pages illuminées des livres. Le directeur attendit qu'ils fussent tous joyeusement occupés, puis... Observez bien, dit-il, et levant la main, il donna le signal. L'infirmière chef qui se tenait à côté du tableau de commande électrique, à l'autre bout de la pièce, abaissa un petit levier. Il y eut une explosion violente, perçante, toujours plus perçante. Une sirène siffla. Des sonneries d'alarme retentirent, affolantes. Les enfants sursautèrent, hurlèrent. Leur visage était distordu de terreur. « Et maintenant, cria le directeur, car le bruit était assourdissant, maintenant nous passons à l'opération qui a pour but de faire pénétrer la leçon bien à fond, au moyen d'une légère secousse électrique. » Alors on sait qu'Aldous Huxley vient d'une famille de biologistes, mais on se demande quand même comment en 1932 il a pu imaginer un tel degré de sophistication dans les manipulations génétiques et comment aujourd'hui, dès que le grand public a connaissance d'une brebis clonée ou de progrès scientifiques spectaculaires, disons pas forcément scientifiquement révolutionnaires, la manière dont les journalistes convoquent le meilleur des mondes. Je crois que du temps d'Aldous Huxley, il y avait deux éléments forts qui, j'imagine, doivent être les fondements sur lesquels il a bâti The Brave New World. Le premier est la familiarité qui est sienne au déterminisme biologique. Il est darwinien et intantiné, on dirait aujourd'hui, mais c'est évidemment un anachronisme parce que le mot n'avait pas été inventé, sociobiologiste. D'autre part,
il connaît la montée en puissance. C'est avant, certes, l'hitlérisme, mais il connaît le communisme, il connaît les grands mouvements qui sont des mouvements de clonage des esprits, le clonage des idéologies. Et il est en train d'imaginer un système où on complète, en quelque sorte, cet assujettissement par le déterminisme idéologique des êtres, en apprenant à maîtriser également le déterminisme des corps. Et en fait, il y a un pas en avant par rapport à ce qu'il constate, très probablement, ce qu'il imagine, qui est l'endoctrinement intellectuel. Et cette fois-ci, cet endoctrinement intellectuel est poussé jusqu'à son terme, et afin de n'être absolument pas menacé par une remise en question, les êtres n'ont plus physiquement, non plus matériellement, la possibilité d'échapper à cet endoctrinement. Ce qui est là uniquement le résultat d'une manipulation intellectuelle, psychologique, devient ici un déterminisme biologique. Voilà un peu, si vous voulez, je crois, le contexte dans lequel, en 1932, où on voit tout de même ces grands mouvements qui sont les grandes idéologies du moment, dans lequel Aldous Huxley, très féru de biologie, a imaginé cela. Quand même, Aldous Huxley va jusqu'à affaiblir volontairement les embryons des classes sociales qui sont destinés à rester inférieurs d'après lui. Et comme les progrès génétiques actuellement sont quand même assez stupéfiants, on n'a tout de même pas encore trouvé de gène de la morale. Et quels sont les garde-fous aujourd'hui contre ce type de cauchemar standardisé? À mon avis, il n'y en a pas. À mon avis, il n'y en a pas. Je vais vous inquiéter beaucoup. D'abord parce que c'est ce que je viens d'essayer de montrer et ce que je vais continuer à montrer dans les ouvrages qui vont suivre. C'est que premièrement, effectivement, on commence à être dans une société d'eugénisme et dans des sociétés qui sont très marquées par les biotechnologies. Et on n'arrêtera pas ce progrès-là. L'eugénisme, il est déjà en place. C'est plus un eugénisme d'État. C'est ce qui change complètement de la situation huxleyenne, si on peut dire, mais c'est un eugénisme privé. Les gens qui sont spécialistes de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on confie au couple et au milieu médical qui l'assiste la responsabilité, en fait, de faire la sélection eugénique. Et d'une certaine manière, à la fois, c'est inquiétant à réfléchir, mais d'un autre côté, c'est humainement difficilement contournable, parce que on ne voit pas pourquoi, alors qu'il est possible d'avoir des enfants en bon sein et en bonne santé, on laisserait au hasard le soin de décider d'avoir des enfants trisomiques ou des enfants ayant des handicaps lourds, etc. Donc, on pratique ce qu'on appelle une sélection négative, mais on s'achemine insensiblement vers la sélection positive et on en a les moyens, on en aura de plus en plus les moyens. Mais à partir du moment où vous mettez le doigt dans le contrôle de quelque chose dans la vie humaine, je vois pas bien là où vous allez pouvoir mettre la barrière. Donc, je pense que c'est plutôt en réfléchissant un peu à la manière dont Sloterdijk a essayé de le faire, mais en allant probablement beaucoup plus loin que lui, c'est plutôt en envisageant comment, au fond, finalement, l'homme peut intégrer sa capacité à muter, en quelque sorte. Comment est-ce qu'il peut prendre en charge sa capacité à muter? Parce qu'après tout, si on regarde le passé humain, même un passé relativement récent, la fatalité humaine d'un homme et d'une femme du XVIIe siècle, c'était en gros de vivre très mal jusque vers 45-50 ans, aux femmes de mourir en couche et avoir une surnatalité pour pouvoir avoir quelques enfants à cause de l'énorme mortalité infantile. Je dirais, le mode de vie des êtres humains et le mode de rapport à leur corps, le mode de rapport à la santé, le mode de rapport à la mort ont complètement changé depuis le XVIIe siècle. Donc on peut tout à fait imaginer qu'ils puissent encore changer d'une manière considérable. Il faut peut-être aussi réfléchir sérieusement à ce qu'on veut faire de l'humanité qui vient, et c'est de ce côté-là, à ce moment-là, qu'on retrouve les problématiques de Huxley. Est-ce qu'on veut une société parfaite? Est-ce qu'on veut des hommes qui soient heureux? Est-ce qu'on veut des surhommes? Est-ce qu'on veut que des génies? C'est des problèmes que pose Huxley dans son livre. Est-ce qu'on veut le meilleur des mondes? Quelle forme devrait avoir le meilleur des mondes? Donc je crois plutôt que c'est des questions à poser en aval plutôt qu'en amont. Parce qu'en amont, on n'a que de vieilles solutions qui correspondent en gros à l'éthique judéo-chrétienne, et puis point à la ligne.
La domestication de l'être humain constitue le grand impensé face auquel l'humanisme a détourné les yeux depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le simple fait de s'en apercevoir suffit à se retrouver en eau profonde. C'est la signature de l'ère technique et anthropotechnique. Les êtres humains se retrouvent de plus en plus sur la face active ou subjective de la sélection, sans qu'ils se soient volontairement forcés à entrer dans le rôle du sélecteur. On peut en outre l'affirmer, il existe un malaise dans le pouvoir de choisir, et ce sera bientôt une option possible de l'innocence, lorsque les hommes se refuseront explicitement à exercer le pouvoir de sélection qu'ils ont conquis dans les faits. Mais dès qu'ils évoluent positivement dans un champ de puissance de savoir, les hommes font mauvaise figure lorsqu'ils veulent laisser agir à leur place une puissance supérieure, qu'il s'agisse du Dieu, du hasard ou des autres, comme dans le passé, du temps de leur incapacité. Comme une simple attitude de refus ou de démission paraît condamnée à l'échec. Donc cette dissociation dont parle Houellebecq, à mon avis, elle a rien d'une fiction. Elle a juste. C'est cette phrase que je cite dans le livre du président de la République allemande, disant on va bientôt pouvoir dire à un enfant, non seulement nous t'avons voulu, mais nous t'avons voulu aussi parfait que tu es. Donc à ce moment-là, jusqu'ici le désir d'enfant était ce qu'il y avait de plus profond dans l'amour, mais maintenant on va le perfectionner encore, puisqu'on va y rajouter le zéro défaut. Donc c'est pas la peine à ce moment-là de s'y attaquer avec des méthodes encore artisanales. Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec 2 garçons sains et 2 filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi? Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tels que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité. Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle 1 millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat. Voilà comment mon frère Anton vint au monde. Un fils que mon père considérait digne de son nom. Lorsqu'on regarde quels sont les corrupteurs, ce que j'appelle corrupteurs, ce sont ces icônes tentatrices qui vont conduire la médecine, la science, la biologie vers ce que l'on s'accorde pour reconnaître comme étant le mal. L'un d'entre eux, c'est la domination absolue des règles du marché sur tout autre. Aujourd'hui, si l'on veut conférer une valeur aux faits, aux gens, aux actions, on peut trouver, schématiquement, naturellement, 3 couples de référents. Le premier couple, c'est le couple de la véracité et de la fausseté, ou bien de la légitimité scientifique et technique. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est probable ou c'est pas probable. Ça, c'est du domaine de la science ou de la technique. Le deuxième couple, c'est du domaine de la rentabilité économique. C'est rentable ou c'est pas rentable. Le troisième couple, c'est celui du bien et du mal. C'est bien et c'est mal. Et lorsqu'il y a un déséquilibre dans ces 3 couples, il y a effectivement danger éthique. Lorsque on ne se pose pas la question c'est bien et c'est mal, mais parce que c'est techniquement possible et souhaitable, ou alors parce que c'est rentable, il faut que ce soit fait, il y a bien évidemment un des problèmes éthiques majeurs. Et quand vous parlez des conséquences de l'inégalité économique à l'heure actuelle, que l'on voit très bien par le chiffre tout à fait épouvantable, qu'il y a aujourd'hui 40 millions de personnes qui sont séropositifs, donc menacées d'être atteintes du sida, 35 millions ou 37 millions dans les pays en voie de développement et 3 millions dans les pays riches. Or, 95% des dépenses consacrées à la lutte contre le sida le sont dans les pays riches pour 3% de la population.
Ça, c'est typiquement une logique économique qui emporte toutes les autres. Dans d'autres cas, notamment avec l'eugénisme, on a bien vu comment, lorsque la logique scientifique l'emporte, il y a problème. Lorsque la science croit savoir ce qui est bien pour l'homme, il y a problème. Donc, la première icône, effectivement, est un déséquilibre complet dans les référents permettant de qualifier les actes. Notre société est confrontée à une série d'icônes corruptrices qui sont véritablement l'écueil sur lequel risque de se briser la volonté éthique de la médecine, qui est la passion scientifique, l'alibi humanitaire, la négation d'une humanité suffisante. On le voit avec l'embryon. Très souvent, quand on veut expérimenter sur l'embryon, on commence à dire « il n'est pas si humain que ça, il n'est pas humain ». Et naturellement, le corrupteur qui aujourd'hui devient absolument fondamental, qui est le corrupteur du marché. L'un des étudiants leva la main. Et bien qu'il comprit fort bien pourquoi l'on ne pouvait pas tolérer que des gens de caste inférieure gaspillassent le temps de la communauté avec des livres, et qu'il y avait toujours le danger qu'ils lussent quelque chose qui fît indésirablement déconditionner un de leurs réflexes, cependant, en somme, il ne concevait pas ce qui avait trait aux fleurs. Pourquoi se donner la peine de rendre psychologiquement impossible au delta l'amour des fleurs? Patiemment, le directeur d'incubation donna des explications. Si l'on faisait en sorte que les enfants se missent à hurler à la vue d'une rose, c'était pour des raisons de haute politique économique. Il n'y a pas si longtemps, voilà un siècle environ, on avait conditionné les gammas, les deltas, voire les epsilon à aimer les fleurs en particulier et la nature sauvage en général. Le but visé, c'était de faire naître en eux le désir d'aller à la campagne chaque fois que l'occasion s'en présentait, et de les obliger ainsi à consommer du transport. Et ne consommait-il pas de transport? Demanda l'étudiant. Si, et même en assez grande quantité, répondit le directeur d'incubation. Mais rien de plus. Les primes verts et les paysages, fit-il observer, ont un défaut grave. Ils sont gratuits. L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. On décida d'abolir l'amour de la nature, du moins parmi les basses classes. D'abolir l'amour de la nature, mais non point la tendance à consommer du transport. Alors, la conduite à risque fait partie de la liberté humaine. On parlait tout à l'heure de la vision des eugénistes d'un déterminisme absolu, déterminisme psychologique, déterminisme des corps, le clonage étant la réunion du clonage des esprits plus le clonage des corps, c'est lui que met en exergue Aldous Huxley. Il y a également, par rapport à cela, une espèce de révolte individuelle. Moi, je ne serai pas déterminé. Moi, je serai rebelle à toute contrainte. Et la contrainte hygiéniste est une contrainte importante. Vous savez, on le voit chez les homosexuels éventuellement, mais je ne sais pas si vous fumez, madame, mais on le voit chez tant de fumeurs qui savent parfaitement que rien n'est aussi mauvais pour la santé que fumer et qui néanmoins disent « ma liberté, le sachant, est néanmoins de fumer ». Mais là, on est quand même dans le comble du paradoxal, Yves Michaud, c'est-à-dire que par volonté de maîtriser l'aléatoire, par volonté d'aller creuser jusqu'au fin fond du génome humain et de le contrôler, on finit par arriver à un nouvel être qui alors serait un inconnu total. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la volonté de contrôle se traduit par, non pas la volonté de contrôle, mais l'impossibilité de régler les problèmes de contrôle mène à une prise de risque maximale. C'est pas forcément étonnant. On n'est plus du tout dans la science-fiction, Yves Michaud, puisque vous avez trouvé une tribu sur Internet qui milite en faveur de cette mutation de l'espèce. Oui, il y a un groupe que je n'anime pas, que je ne connais pas particulièrement, qui s'appelle Les Mutants, mais il y en a beaucoup. Les Mutants, c'est le groupe sur Internet, c'est une communauté cyberculturelle, mais il y a d'autres communautés de mutants aujourd'hui. Je dirais en quelque sorte, la science-fiction, elle est là, chez nous, dans notre vie quotidienne déjà, et on ne veut pas trop le voir, mais elle y est. Houellebecq, d'une certaine manière, s'inscrit très bien dans la pensée d'Aldous Huxley. Je vous ai dit que les epsilon ou les bêta ou les gamma, les oméga, du meilleur des mondes, ce sont des gens
qui, à un moment donné, afin de surmonter la tension de la frustration d'un désir inassouvi, n'ont pas le désir de faire autre chose que ce pourquoi ils sont faits et que ce qu'ils font, très profondément. Dans Houellebecq, on voit un peu l'idée d'un monde semblable. La sexualité est une effroyable source de malheur, de contraintes, de frustration, et l'utopie, dans les particules élémentaires, je ne parle pas du dernier, l'utopie par laquelle se terminent ces particules élémentaires est en effet, de ce point de vue-là, un monde qui va devenir aseptisé. Pour dépasser la frustration du désir inassouvi, on supprime la sexualité. L'homme devient un homme idéal qui est à l'abri du malheur puisque il n'a plus de désir. Donc vous voyez qu'il y a évidemment une résonance évidente moulinée par le génie de Houellebecq et un rapport à Huxley. Mais on voit vraiment que ce désir de perfection et d'immortalité aujourd'hui est omniprésent. Oui, simplement, bien évidemment. Alors, l'immortalité est un autre problème. Parlons de la perfection. C'est un contresens. Car pour que la perfection soit dissible, il faut que son lieu puisse être défini, que ses critères soient définis. Et à partir du moment où vous définissez la richesse humaine par la diversité, par la multiplicité, le mot de perfection n'a simplement plus de sens. Je veux dire que ce qui est le plus imparfait, ce sont des visions de clones d'être parfaits. Ça, c'est d'une imperfection infinie. Plusieurs des prophéties que j'ai faites il y a 30 ans se sont déjà réalisées. J'ai projeté ce monde nouveau à une distance de 6 siècles, mais je me trouve assez terrifié de me rendre compte que beaucoup de ces prophéties se sont déjà réalisées dans une seule génération. Naturellement, rien n'est inévitable dans ce monde. Nous avons une liberté de choix et si nous voulons employer notre intelligence et notre bonne volonté, il n'y a pas de doute que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mais la question est-ce que nous allons vouloir employer notre intelligence et notre bonne volonté? Quand on regarde les journaux chaque matin, on s'en doute. C'était Aldous Huxley, Une vie, une œuvre, avec Françoise Todorovitch, psychanalyste et auteur d'une biographie d'Aldous Huxley aux éditions Salvator. Dominique Dussossois, traducteur de Dieu et moi, édité au Seuil. Yves Michaud, auteur de Humain, mi-humain, trop humain chez Climat. Axel Kahn, généticien et membre du Comité national de bioéthique, et Bernard Béret. Remerciements à Jean-Louis Keupers et à Philippe Perdrizet. Archivina Catherine Louis. Lecture Philippe Maurier-Genoux. Mixage Delphine Baudet. Une émission de Lydia Benitzrak réalisée par Christine Berlamont.